On lit dans la Bible, dans Ésaïe notamment, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. V-O-I-E-S, évidemment. Et ça définit assez bien, à mon avis, ma philosophie de la société. À savoir que chaque groupe a ses propres voix. Et que les voix d'un groupe ne correspondent pas à celles d'un autre groupe. Et ce n'est pas d'hier qu'on a pris conscience de cela. Il y a aussi notre expression, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais je veux dire par là que nous avons un rapport d'étrangeté, d'une certaine manière, avec les valeurs, les critères, les repères d'un groupe qui n'est pas le nôtre, qui pose d'ailleurs dramatiquement la question de l'étranger, qui lui vient d'un groupe qui a ses propres voix et qui essaie de s'intégrer dans un groupe qui fonctionne selon d'autres voies. Et je ne crois pas qu'on puisse jouer avec cela. C'est pour cela que l'État, d'ailleurs, vous connaissez la formule diviser pour régner. Je crois qu'il ne faut pas la prendre au sens négatif du terme. Quand il n'y a pas de division, il n'y a pas d'État. Quand il n'y a pas de division, il n'y a pas de cycle. Quand il n'y a pas de division, il n'y a pas d'accord, puisqu'il n'y a pas d'accord à avoir, puisque tout le monde est d'accord. Et il est important que dans une société, il y ait de la division. Et qu'il y ait une conscience très forte des différences. Une société unidimensionnelle, une société qui n'a pas conscience que les uns et les autres raisonnent, s'expriment à partir de points de vue différents, une société malade. Et on sait que dans nos sociétés actuelles, il y a une sorte de déni des différences, ce qu'on voit notamment dans le domaine juridique. Vous savez que l'on est condamné, si l'on, pénalement, si l'on se réfère à l'appartenance différente, ou prétendue différente, de quelqu'un. Il faut considérer, nous dit-on, l'individu comme un électron libre qui n'appartient à aucun groupe. C'est de cette façon qu'on conçoit aujourd'hui en France, il me semble, la laïcité. C'est à mon avis un contresens majeur. Alors on n'a pas le droit de dire que telle personne pense comme ceci parce qu'elle est une femme ou un homme, ou parce qu'elle est étrangère, ou parce que je ne sais quoi, du fait de ses origines. Donc c'est une approche qui est totalement, je dirais, anti-scientifique, car tout sociologue, je pense à Bourdieu avec son habitus et bien d'autres, est conscient que nous sommes dépendants, marqués, influencés par le groupe auquel nous appartenons. Alors là, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger au niveau du droit. Là, on a le droit de dire que quelqu'un appartient à un autre groupe. On a le droit de le signaler, tout comme notre corps doit se défendre, un système immunitaire qui le permet de se protéger contre des éléments toxiques. Alors, cette question de la toxicité est directement liée à mon propos. Il faut protéger le groupe contre ces éléments toxiques. Et en même temps, l'État a vocation à faire cohabiter des groupes différents. Ça ne veut pas être paradoxal, mais ça ne l'est pas. L'État doit encourager la diversité entre les groupes, mais dans une approche lucide, dans une approche réaliste. C'est-à-dire, voilà, effectivement,
il y a ce groupe-là qui fonctionne comme ça, qui a ces habitudes-là. Ces habitudes ne sont absolument pas adoptées par un autre groupe, ça c'est clair et net, c'est clair et net. Mais, voilà, c'est comme ça. Concernant la question du voile islamique, par exemple, je ne vois pas d'inconvénient à ce que dans tel groupe, les femmes soient traitées de telle manière. C'est leur façon de fonctionner. Comme dans certains pays, il y a un service militaire, d'autres pays, il n'y a pas de service militaire. Bon, voilà, on peut toujours dire qu'on peut regretter que les gens d'un tel pays soient maltraités au regard de notre pays à nous, etc. Bon, pourquoi faudrait-il... voilà, donc on pourrait discuter indéfiniment, et il n'est pas question d'unifier cela. Nous devons assumer cette dimension babélienne qui est aussi celle des langues, et aussi celle de toutes sortes de différences, mais en comprenant bien que le refus de ces différences, c'est avant tout le refus de l'État. Celui qui dit il n'y a pas de différence, il n'y a rien à signaler, tout le monde est pareil, ou tout le monde est différent, mais tout le monde est pareil, qui revient même d'ailleurs, eh bien celui-là, c'est quelqu'un qui veut en fait empêcher l'autorité de s'instaurer. Toujours cette fameuse formule, diviser pour régner, effectivement. Ne disons pas que nous sommes divisés, et comme cela, eh bien, il n'y aura personne qui trouvera de prétexte à régner. Voilà. Alors, je reviens un peu sur ces questions. Tout à l'heure, j'écoutais, je crois que c'était sur BFM TV, sur la bourse, et il y a une femme qui a parlé du doute. Elle a dit, ah oui, mais ça crée du doute. Et le doute, c'est pas bon, le doute. Ben, le doute, on pense avec Descartes, évidemment. Le doute, dans le mot doute, il y a la notion de dualité, déjà, ça, étymologiquement. Et, d'ailleurs, on le trouve en allemand, Zweifel. Zweifel, c'est, il y a le nom de Zeit, qui est de, et en anglais, ils ont pris le mot français de toute façon. Et donc, le doute est toxique pour le monde féminin, alors qu'il n'est pas du tout toxique pour le monde masculin. Voyez-vous. C'est pour vous donner simplement cet exemple. Et inversement, le refus du doute, l'affirmation d'une sorte d'unanimité, est toxique pour le monde masculin, et elle est une bonne chose pour le monde féminin. Voilà des évidences qu'il faut bien comprendre pour savoir vivre en société et savoir que ce qui nous paraît une priorité, ce qui nous paraît positif, peut ne pas être prioritaire ni positif pour un autre groupe. C'est ça que j'appelle la tolérance. Mais c'est plus qu'une tolérance, c'est de la compréhension. Comprendre le point de vue de l'autre. Et il ne s'agit pas de persuader l'autre d'adopter nos propres valeurs. Non. Il s'agit simplement de se faire respecter. Que chacun respecte les valeurs de l'autre, et donc respecte aussi le territoire de l'autre. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à propos de quelqu'un qui se serait fait rembarrer, comme on dit, parce qu'il serait intervenu avec des valeurs et des points de vue qui ne sont pas ceux qui sont en vigueur dans le groupe en question, dans lequel il voudrait justement s'inscrire quelque part, ou en tout cas intervenir. Bien là, il y a déjà un problème. Effectivement, que le groupe en question rejette cette personne parce qu'elle a un discours qui n'est pas approprié, c'est une chose, et apparemment, ça peut être condamné. À mon avis, c'est injustement condamné. Mais en même temps, le fait que cette personne intervienne dans les affaires de ce groupe est également condamnable. Elle sort de son territoire. Elle outrepasse ses droits territoriaux. Et je crois qu'il faut rééquilibrer les deux choses. Il y a un délit de rejet, mais il y a aussi un délit d'interférence, de s'inscrire, de s'infiltrer, de s'insérer dans un groupe plus ou moins subrepticement, et de faire passer des valeurs, des discours qui ne sont pas appropriés dans le groupe concerné, et qui peuvent évidemment faire sens dans le groupe d'où vient la personne. Alors si je n'ai pas le droit de dire à la personne,
les valeurs que vous préconisez là, ce sont celles de votre groupe d'origine. Et si déjà, à partir du moment où je dis cela, je suis condamnable pénalement, il y a quand même un problème. Donc je veux être couvert en disant, je suis désolé, madame, vous interférez de manière intempestive dans le débat, dans le groupe en question. Malheureusement, comment puis-je dire cela sans, précisément, me référer à une étrangeté de cette personne? Là, il y a une sorte de cercle vicieux, mais j'aimerais bien que les juristes se penchent là-dessus. Alors, je reviens sur la question du débat d'hier soir, puisque nous sommes aujourd'hui au lendemain du second débat sur les primaires à droite et au centre. Alors, les primaires, c'est d'abord quelque chose qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est le moyen pour un parti politique de contrôler la situation. N'est-ce pas? Le président de la République, il sera déterminé par le parti en question. Et donc, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on parle de suffrage universel, mais en réalité, ce sont quelques électeurs qui vont voter aux primaires qui détermineront plus ou moins le nouveau président de la République. Donc là, on joue beaucoup sur les mots. Donc les primaires corrigent, je ne dis pas des formes, parce que je ne suis pas forcément un adepte du suffrage universel, comme vous le comprenez tout de suite. Les primaires se jouent au sein d'un groupe, donc au sein d'une communauté bien particulière, qui a ses propres critères, et qui va normalement élire quelqu'un selon les critères de ce groupe, bon, qui ne sont pas forcément les critères d'un autre groupe. Maintenant, ce qu'il peut y avoir d'indécent, c'est de filmer ces discussions et de les montrer à des gens qui appartiennent à un autre groupe, qui a d'autres valeurs, qui a d'autres voix, comme on disait tout à l'heure. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces discussions? On ne comprend pas forcément les enjeux du débat. Parce qu'on n'est pas dans le coup, si on peut dire. Et inversement, si on a assisté à un autre type de débat. C'est-à-dire quand on assiste à une discussion dont on n'est pas véritablement partie prenante, dont on ne fait pas partie, on est toujours un petit peu décalé, on est après dépaysé, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? De quoi parle-t-on? Je ne comprends pas. Pourquoi ils discutent de ça, etc. Et constamment, il y a ce problème-là. Constamment, des gens qui arrivent quelque part, qui débarquent, et qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Alors la télévision, évidemment, on peut débarquer, aussi on peut dire, on n'a qu'à regarder une émission, on débarque. Mais on peut intervenir, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils parlent de ça? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas important, etc. Mais donc, ça aussi c'est intéressant, cette tolérance qui est propre à la laïcité telle que je la conçois, que tolérance, ça veut dire je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Voyez-vous, je ne comprends pas, c'est pas mes valeurs, ce ne sont pas mes codes, mais c'est pas grave. Ils ont le droit d'avoir leurs codes et leurs valeurs et leurs voix. Alors maintenant, vous me direz, oui, mais il y a le suffrage universel. Le suffrage universel qui veut qu'effectivement, il y ait des électeurs et qui vont se prononcer sur les points de vue de tel et tel groupe. Et là, ça devient un peu plus compliqué, évidemment, parce qu'il va falloir, et c'est à mon avis le caractère vicié du suffrage universel, je n'ai pas envie de revenir là-dessus tout à l'heure, tout de suite. Bon, alors, de quoi parle-t-on? On parle de valeurs universelles. Qu'est-ce que c'est que des valeurs universelles? Qu'est-ce que c'est que des... Est-ce que tout le monde a le droit de parler de n'importe quoi et a le droit d'avoir son avis sur tout? J'en suis pas certain. Donc, il y a là un problème qu'on retrouve d'ailleurs curieusement en même temps aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, on va également des primaires. On est vraiment en parallèle entre la France et les États-Unis, à quelques mois près. Et là aussi, bon, maintenant, ils ne sont plus au niveau des primaires. Hein. Bon, ils s'en sont maintenant au niveau d'un conflit, d'une confrontation entre les démocrates et les républicains. Mais là encore, vous voyez bien que les démocrates et les républicains, ces candidats n'ont pas été élus par le peuple, ils ont été élus par leur propre camp. Ça me paraît tout à fait intéressant et valable. Et à mon avis, on croit que la démocratie américaine, c'est uniquement la Constitution. Mais c'est aussi tout cela, c'est aussi les primaires, c'est aussi le bipartisme, c'est aussi la conscience qu'on appartient à un groupe. Les Américains ont une conscience aiguë d'appartenance
à un groupe. J'appartiens à ce groupe-là, je suis de ceci, cela. Ils n'ont pas une vision où tout le monde penserait la même chose et tout le monde appartenait au même groupe. L'Amérique est une sociodiversité, c'est ce qui fait sa force. Et ne serait-ce que parce qu'il y a un grand fédéralisme aussi qu'on n'a pas en France, et qu'on a en Allemagne, qu'on a dans d'autres pays, etc. Donc, moi je suis pour la diversité, pour assumer la diversité, pour ne pas croire que tout le monde peut intervenir sur tout, et qu'il faut laisser chaque groupe fonctionner comme il l'entend. Et maintenant, effectivement, il y a les questions qui se posent, et je terminerai là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de faire cohabiter tous ces groupes, et quel genre de relations peuvent-ils avoir entre eux? Bon. Alors, ce sont des relations qui, à mon avis, doivent être brèves, minimales, et contrairement à ce que certaines personnes disent, l'espace public n'est pas un espace où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Je suis désolé. Mais on peut aussi se côtoyer, se croiser, en sachant que c'est ce que souvent on dit. On dit par exemple que dans telle communauté, les gens savaient très bien que les communautés plurireligieuses, on savait très bien que les uns faisaient comme ceci, les uns autres faisaient comme cela, les uns allaient à la synagogue, les uns allaient à la mosquée, l'autre. On savait très bien que chacun fonctionnait sur des rails différents. J'aime bien ce mot rail, des rails différents. C'est comme dans un. Voilà, il y a des rails. Les trains ne se tamponnent pas pour autant. Il y a un aiguillage qui fait que. Voilà. Et l'État, il est là pour aiguiller ces différents rails, ces différents trains, les faire se croiser sans qu'il y ait de collision, pardon, excusez-moi. Et voilà, c'est ça le rôle. Alors je crois que c'est bien ça, l'aiguillage, aussi bien au niveau des avions d'ailleurs que des trains, ou même qu'un agent, les feux de signalisation, etc. Avant, il y avait des agents qui étaient au carrefour et qui faisaient passer telle route, puis telle autre route, etc. Ben, voilà. Ça, c'est un art du gouvernement, l'aiguillage. Et l'aiguillage, ça veut dire qu'il y a plusieurs voies qui se croisent et qui ne doivent pas interférer les unes avec les autres. Elles doivent se croiser, mais sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait d'affrontement. Mais il faut aussi accepter que le discours interne à chaque groupe puisse se référer aux autres groupes de manière plus ou moins sympathique. C'est pas un problème. Bon, il peut très bien y avoir des discours hostiles ou méprisants d'un groupe par rapport à l'autre. Ce qu'il faut, c'est que ça reste à usage interne. Bon, comme malheureusement, avec les réseaux sociaux, la notion de usage interne ou externe n'existe pas beaucoup, ça crée des interférences aussi. De même que le développement des portables qui font qu'on entend des choses qui normalement auraient dû se dire en interne et elles sont en externe sur la place publique. Donc, si vous voulez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le développement des réseaux sociaux, le développement d'Internet, le développement des téléphones portables crée des tensions, exacerbe les tensions, parce que le discours de l'autre, on l'entend alors qu'on ne devrait pas l'entendre. Il y a un bruit, il y a une pollution du discours de l'autre qui ne nous est pas imposé à proprement parler. On n'est pas obligé de regarder, dans la rue, on est obligé d'entendre une conversation. Mais dans beaucoup de cas, on n'est pas obligé d'aller sur Internet pour écouter ce que disent telle et telle personne de tel et tel groupe. Mais malgré tout, on nous les présente, il y a des films, on est confronté à des discours qui nous paraissent hostiles, parce que c'est des discours que jusqu'à présent on n'entendait pas, parce qu'ils restaient en interne. Et maintenant, à partir du moment où ces discours passent en externe, on a le sentiment d'une hostilité plus grande. Mais c'est le résultat de la technologie. C'est le résultat de l'hypercommunication. Et à mon avis, il faut faire attention à cela. Soit il faut s'immuniser en disant, voilà, ils disent n'importe quoi. Moi, par exemple, qui suis juif, je ne veux pas empêcher, au sein d'un groupe X ou Y, de taper sur les juifs. C'est pas un problème. Et moi-même, j'ai bien le droit d'avoir des opinions sur les étrangers à mon groupe, en disant qu'ils nous ennuient et qu'ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, etc. Je pense que les gens doivent s'exprimer, mais
ces expressions n'ont pas à être répercutées, ou si elles sont répercutées par la force des choses, elles n'ont pas à être dramatisées. Voilà. Voilà ce que je voulais dire d'une manière générale. Donc c'est toujours la fameuse formule, n'est-ce pas? Je crois qu'on est là, de ce côté-là, il y a une division des esprits. Ceux qui voudraient que nous soyons, et ça c'est le propre un peu des femmes, qui voudraient qu'il n'y ait pas de division pour qu'il n'y ait pas de chef. Parce que c'est ça la grande question. Les femmes savent que si on commence à douter, à diviser, à distinguer, s'il y a plusieurs camps, s'il y a de la diversité, eh bien ce sont les hommes qui sauront le mieux gérer cette diversité. Division pour y régner. Et par conséquent, dès qu'il y a de la diversité, elles disent, ah voilà, on va faire revenir les hommes pour arbitrer. Et les hommes savent instinctivement aussi que cette diversité est aussi l'occasion de montrer son talent de gouvernance, son talent d'organisation, et que c'est aussi cela qu'il recherche, parce que chacun essaie de trouver des situations où il pourra donner le meilleur de lui-même. Moi-même, j'ai organisé des colloques astrologiques. Eh bien, quand les astrologues étaient divisés entre eux, le pouvoir pouvait beaucoup mieux s'exercer, l'organisation pouvait beaucoup mieux se mettre en place que lorsqu'il y a une sorte de consensus mou, c'est évident. Ce qui se produit d'ailleurs actuellement.